Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Oui, on m'entend bien. Je suis très heureux de vous avoir, vous trois. Vous êtes des gens très occupés aussi, avec un horaire chargé, surtout avec la nouvelle saison. Et de parler d'un métier, on entend souvent parler des stylistes depuis quelques années, mais finalement, on réalise qu'on ne connaît pas ce métier. On a toutes sortes d'illusions ou d'impressions, ou peut-être de préjugés même envers ce métier. Souvent, on croyait que c'était des gens qui simplement allaient d'un magasin à l'autre et rassemblaient les vêtements, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un métier maintenant aussi qu'on admire d'une certaine façon. Il y a certaines célébrités aussi associées à ce métier. Et ça, je trouve ça intéressant de voir comment le phénomène évolue, est en train de changer. Et je voulais commencer avec Sabrina. Sabrina qui a étonnamment débuté, qui voulait aller en droit avant de se diriger vers la mode. Quel est le lien? Est-ce qu'il y en a un possible entre le droit et la mode? J'imagine que les deux, dans les deux situations, tu es porté à vouloir vendre une idée. Oui. Je pense que je commencerai avec ça. Il faut être organisé aussi, Une certaine organisation, une discipline. C'est à peu près tout. Oui, à peu près. Parce qu'après, ça s'est arrêté là. C'est vraiment les idées. Et la mode est une chose qui t'intéressait? Tu avais déjà un œil, un intérêt personnel avant de débuter? Énormément, en fait. Et je pense que c'était un peu en secret aussi. Il y avait une certaine gêne. Mais je pouvais passer des heures et des heures à faire des garde-robes à des Barbies. Riez pas. Mais oui, fait que depuis... Et après, comment tu as réalisé que ça pouvait être un métier un jour? Parce que tu as d'abord été vers la mode, ce qui est le choix évident dans le sens que quand on s'intéresse à ce domaine-là, on se dit « je veux devenir designer ». C'est souvent le cas de certaines. En toute honnêteté, je pense que je savais pas que le métier de styliste existait à ce moment-là. Puis, ce qui me semblait le plus proche, c'était vraiment du design de mode. Fait que je me suis vraiment dirigée vers le design de mode pour finalement réaliser que c'était pas tout à fait ça, ma passion, je pense. Que j'aimais beaucoup l'essence, mais que c'était pas vraiment ça. Pour aller aussi, ensuite faire du marketing. Puis là, ça a vraiment plus touché à ce qui m'intéressait. Puis, j'ai finalement compris, en fait, c'est quand tu étudies en mode, tu comprends tous les différents domaines et que ça touche, puis les différents métiers. Puis voilà. Donc, toi, c'était finalement faire une sélection, de voir ce que les créateurs font et d'arriver à imaginer ce qu'ensemble, ça pourrait donner et de l'appliquer soit à la photo, soit pour des personnes. C'est comme ça que tu l'as vu? Mais je pense que c'est de mettre en valeur une création, de la mettre dans un contexte, c'est vraiment ça qui m'intéresse, plus que de la concevoir. Fait que c'est vraiment de former comme un univers avec des pièces qui sont déjà existantes. Ça, c'est le défi qui est intéressant. Et quand tu as voulu débuter, tu t'es dit, je vais être assistante. C'était la façon pour toi d'entrer dans le métier. Bien, en fait, sachant pas, à l'époque, je suis pas si vieille que ça. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de cours. En fait, il n'y en avait pas du tout. Donc, la façon de faire ce métier-là, c'était vraiment d'y aller en étant apprenti, puis d'assister d'autres stylistes. Puis c'est ce que j'ai fait pendant un bon moment. J'ai appris beaucoup. Je le conseille à tout le monde. Et c'est pas facile, ça. C'est beaucoup d'heures de travail. Assistante styliste, c'est pas le côté de la job le plus glamour? Non, j'imagine. On compte pas les heures, on compte pas les journées. On compte pas encore les heures. À ce moment-là, on les compte vraiment pas. On fait tout ce qui est peut-être le côté qui est un peu moins intéressant, qui est beaucoup de la gestion de marchandises. Tout ce qui est un peu paperasse et tout, là, c'est vraiment... Aller chercher les vêtements, les ramener aussi, j'imagine. Oui, aller les chercher, le transport. Ce qui était étonnant, c'est que tu l'as fait pendant 4 ans, être assistante, ce qui est assez rare parce que souvent, les gens veulent voler de leurs propres ailes très rapidement et dire, ben là, après 1 an, je sais tout, je connais tout. Et j'imagine que toi, c'était pas ta perception. Non, je pense que c'est un métier qui en a beaucoup à apprendre. J'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes. C'est pas du tout ça. Mais pour moi, c'est important d'être encore dans le bassin, en fait, d'être là, d'être présente, puis de continuer à apprendre, puis j'apprends encore à chaque jour. Donc, je trouvais pas que c'était un bon moment pour partir toute seule. Puis j'aimais faire partie. En fait, j'étais sur des gros projets. Ce que tu sais pas, en fait, quand tu commences à assister, c'est que plus que tu prends de l'expérience, plus que tu peux faire de choses sur un... Puis ça te donne aussi la chance de te pratiquer en étant parrainé, là, si vous voulez. Oui. Là. C'est d'apprendre avec quelqu'un qui va
qui va un peu te guider. Ben C'est oui, vraiment, qui pour moi, connaît c'est bien le l'idéal. métier. Et tu apprends sur les plateaux en observant aussi, j'imagine, en voyant la relation avec le client, la relation avec Tout le à fait, là, mannequin. parce que le métier de styliste, c'est bien plus que justement d'aller juste magasiner. Il y a des relations avec le client, le photographe, l'équipe beauté. Il y a tout ce côté-là aussi de vendre ce que tu as conçu. Après ça, il y a des relations avec des fournisseurs qui sont essentielles. C'est vraiment, il y a beaucoup de petites facettes qui sont vraiment importantes à survoler. Là. Fait que, Puis qu'est-ce qui t'a fait décider de passer à l'autre étape, de devenir une vraie styliste et non plus une assistante? ça s'est fait graduel. Oui. J'ai continué à faire les deux. J'avais pas le. En fait, j'ai jamais eu honte d'assister. Je pense pas que personne devrait avoir honte. Je l'ai fait souvent. Au début, à la fin, je faisais les deux encore. Ça faisait bien mon affaire. Ça te gardait les pieds sur terre aussi en même temps. Ouais. C'est une belle transition. On va regarder un peu ton travail et on peut revenir sur le métier et sur justement ce qui s'impose et ce que ça demande. Quand tu dis mettre en valeur, on a ici un bel exemple. Là, c'est un éditorial de magazine, oui. je présume. Oui. Et quel était le mandat? Qu'est-ce qu'on t'a demandé par rapport à cette photo? C'est un éditorial pour le magazine Clin d'œil. Si je me souviens bien. Je pense que c'est tout ce qui est métallique. Fait que tout au long de l'édito, on voyait toutes des pièces métalliques qui étaient très en saison, très tendance cette saison-là. Et comment tu procèdes, par exemple, quand on te donne un thème? Est-ce qu'on t'impose le designer ou tu as beaucoup de liberté par rapport à ça? J'imagine que c'est un mélange de tout ça. Dans aussi. un contexte éditorial comme ça, souvent, on va suggérer un thème. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est que le styliste est un peu le maître de son shooting. Fait qu'on a notre voix est vraiment plus importante que dans d'autres contextes qu'on va sûrement voir après. Mm-hmm. Donc oui, on a un thème. Le but, c'est de présenter la tendance venant de plusieurs designers, pas seulement de un. Puis de la montrer selon le mandat du magazine. Dans le clin d'œil, c'est de le présenter d'une façon que les lectrices peuvent se sentir visées. D'accord. Est-ce que tu discutes beaucoup avec le photographe également? Oui. Oui. Alors, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, les éditoriaux comme ça. C'est le photographe, le maquilleur, coiffeur, les gens du magazine aussi. C'est vraiment un grand travail d'équipe. Là aussi, un autre exemple, est-ce que tu te rappelles du mandat qu'on t'avait donné? Oui, en fait, c'est une autre tendance, un autre shooting du magazine Clin d'œil, ça aussi. Un peu le même genre de concept, principe, si vous voulez, là, montrer plus les tendances de la saison. C'est sûr que c'est fait pour inspirer, fait qu'on pousse toujours un petit peu plus les looks. Peut-être qu'on ne voudrait pas s'habiller comme ça dans la rue. Il faut trouver l'équilibre aussi, mais les magazines, est-ce que selon toi, justement, leur rôle, c'est d'amener les gens plus loin, de leur faire découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de s'habiller ou de découvrir plus que la tendance, mais de façon de le porter? Je pense que oui, puis de présenter des façons peut-être qui sont moins... dans le cas du magazine Clin d'œil, je pense qu'ils sont bien placés pour présenter les tendances des runways qui peuvent être adaptées à la vie de tous les jours sans que ça soit un costume à chaque jour. Là. Je pense que c'est une belle plateforme pour ça. Une chose que tu fais aussi, il y a les contrats. Il y a 3 types de contrats, j'imagine. Il y a celui pour les magazines, oui. Il y a celui pour des célébrités et il y a aussi celui plus commercial, si on veut. Mais ça, c'est un projet intéressant. J'étais très étonné d'apprendre que les Alouettes t'aient donné un mandat assez particulier qui était presque une carte blanche. Ça, je trouve ça assez formidable. C'est un mandat, ça n'arrive pas souvent, en fait. C'est un mandat spécial pour les Alouettes de Montréal. Ils m'ont demandé de concevoir de A à Z une mini-collection s'inspirant de leur logo, leur marchandise. En fait, ça faisait une mini-collection pour eux qui n'allait pas nécessairement être commercialisée. Donc, pas de restrictions, wow. de prix, de fournisseurs. Mais ce qui est bien, c'est que tu es allé loin. Souvent, dans le milieu sportif, c'est conservateur, on voit toujours les mêmes choses. Et c'est dommage parce qu'ils ont des marques qui sont puissantes, oui. qui sont fortes. Les Canadiens de Montréal, par exemple, pourraient créer des choses assez invraisemblables, mais ne le font pas, malheureusement. Mais les équipes de sport sont souvent très conservateurs. Je pense que les Alouettes avaient envie de rajeunir leur image. Fait que on a vraiment une équipe super éclatée sur le projet. Puis on a pu aller super loin avec ça. Puis ça a donné des images exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que cette collection... Ah oui, les gens ont vraiment aimé ça. Est-ce qu'ils ont l'intention de poursuivre cette aventure? Oui, puis ils ont inspiré les marchandises
la marchandise promotionnelle, en fait, ils l'ont inspiré de ça. Fait que ça rend ça En tout cas, vraiment très beau travail. Bon look aussi, compagnie qui fait des lunettes. C'est aussi un mandat qui doit être très précis. Ça, c'est vraiment... C'est l'exemple parfait d'un mandat commercial, je pense. Bon Look est une compagnie de monture optique. Donc, le but, c'est de mettre en valeur les lunettes, mais il faut quand même que la personne soit habillée. Donc, c'est un peu une formule mathématique rendue là, je dirais. C'est un équilibre entre tu veux inspirer avec ton vêtement, mais tu ne dois pas voler la vedette au produit que tu veux présenter. Donc, c'est un beau défi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avant d'arriver au produit final? Il y a toujours beaucoup d'échanges. La discussion, oui, non, ça va dépendre, je pense, de la situation, mais... Comment tu arrives à imposer ta vision? Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a le client, il y a le photographe, il y a le public visé, il y a ton style à toi, ta vision des choses. Je pense que dans mon approche, je ne suis pas quelqu'un qui va imposer ma vision. Je suis vraiment quelqu'un qui écoute mon client. Je suis vraiment là pour mettre en valeur le produit du client. J'ai vraiment un perfectionnement dans le stylisme qui est dit commercial. Donc, j'ai un produit à mettre en valeur dans un contexte qui vise une clientèle ciblée. Fait que ça fait beaucoup de facteurs à prendre en considération quand on construit justement cette image-là. Puis, ça rend le défi intéressant. Puis, après ça, c'est d'imposer. Oui, il y a une touche que certainement... j'ai des goûts, là. Oui. Puis c'est pour ça qu'on t'engage aussi. Oui, on en a tous. Mais que ça va être ma vision de tout cet ensemble-là, le tout, et non, moi, j'ai décidé qu'on allait mettre cette chemise-là, puis c'est comme ça. Il faut vraiment... Puis il faut savoir, en fait, le justifier, ton choix, je pense. C'est très important. Donc, il y a de la diplomatie dans ce travail-là aussi. Maintenant, on va passer à Carrie. Carrie, I'm very glad to see you. We've been working together for many years now. And 11 years, I think you started with Dress to Kill somehow. It's almost the beginning. It was the beginning, yeah. And what an evolution. It's great because you always tell a story when you do a photography. But before that, I'd like to know what brought you to this world. So, funny enough, my mother didn't want me to go to fashion school at the time. I really wanted to go to LaSalle at the time because I was always interested in fashion. And my mom was doing the whole, I don't know if you're going to make a living off of it, because my father actually was in what we call it the schmata business. He worked on Chabanel. And my mom saw how difficult and hard it was. So I wanted to go to LaSalle. My mom said, no, I want you to have something to fall back on. So I went to CEGEP, and I hated it. And I finished, and I had a social science degree. And after that, I didn't know what I wanted to do. And a friend of mine who was a photographer, who actually took this photo, Saad Al-Hakak, he runs an agency now, suggested that I assist a stylist. And I was like, oh, assisting a stylist. I didn't know, I think at the time I wasn't so in the know that when I was looking at those magazines when I was young, that there was a separate role for every single person in the photo shoots, right? That there was a makeup artist and there was a makeup artist assistant. There was a stylist and a stylist assistant, I didn't really think about it at the time because now it's so much more known. Yes. And I started assisting a stylist, and that's kind of how I got to know that the industry was alive and thriving in Montreal, and that it was something that I could make a living off of. So I assisted probably for maybe a year or 2 years, and in that time I was doing creatives, and I don't know how it came about, but then Dress to Kill had approached me. They were starting this new magazine, and I was kind of like this new kid on the block, and I became kind of like one of the first editors with Fritz and Izo at like 22, 23. Yeah. And then I was represented by one agency in Montreal after I finished. After I was still assisting, but then I kind of slowly started seeing some changes with the editorial shoots that the stylist I was shooting with was, because I would be like, here, use my glasses, and then the shot would be amazing, and I'd be like, damn, why didn't I do this? So, you never wanted to be a designer. It's not something you... I mean, it's something that I'll probably get into eventually, but I just know how hard it is, and I would probably definitely do capsule collections. I'm not really a good drawer. I definitely can't draw. I'm kind of like the opposite of Karl Lagerfeld. I have ideas, but I can't draw them, and I can't design. But yeah, it's something that I would maybe eventually get into. What do you appreciate in that kind of work, styling? Styling. What is so interesting for you?
the fantasy and the imagination and being able to see what people are doing, especially, I mean, obviously the dream is getting high-end clothing, because when I open up a box when I'm doing an editorial and you get to see a piece of clothing that has been on the runway, that has been made by these talented designers, it's really something special. You know, one person wore it on the runway, and you know, I get to actually feel it and see it. So for me, it's like seeing like this live art, right? Because there's so much amazing, so many amazing designers in the world that are so talented, and I think that's one of the most exciting things for me. I also like to, what I appreciate about the work is the people that you meet and the relationships that you build, and you know, really, when I create a look that my model feels confident in, that my client feels confident in, for me, that's really makes me feel like I'm doing something good, and that's for me the dream, because you know, you can feel when someone loves their look, you know, and when the client loves it. So that's something that I really And it's appreciate. working with passionate people as well, which Exactly, is yeah. exciting because you're And with also a photographer. passionate about, you know, I wake up in the morning and clearly I obviously get dressed all wild, and for me, I dress that way for myself. Yes. And you know, I get to do something every day that I love, and I get to play with fashion and clothing and put together these crazy outfits, or also just pretty simple outfits, and that is really the dream. Now we have a few examples right now, and you always said that you like to tell a story in one picture. And always, one comment I like to make also is the fact that you saved, the three of you in photography, many times the life of photographers, because at one point, you know, they have to do so many shootings. The inspiration very often will come from you as well, and we see it in this. Are you telling, what kind of story you're telling with the unicorn? It's not a unicorn. So it was actually, that, you know, that funny enough is that some of those were Nicolas Blanchette's ideas. There was the Chanel collection, and I wanted to do a Chanel story. So I actually had maybe 10 looks from the Canadian press rack, because Chanel actually has a Canadian press rack, which we're very lucky. So we get to pull samples from Toronto. And I don't know if you understand, right, but samples, right, are I'm just giving the background, but samples are clothes that are not sold, but they're like they would be maybe shown on a runway, and they're designed specifically for editorial purposes, right? So those are not sold off. They're used specifically for photo shoots, so they could potentially get a little bit ruined or dirty, which we obviously don't want that to happen. So we got to pull these samples and shoot them. So that was kind of, it was a black curtain, and then we had all these interesting props, and then, so that was for that. This one on the right, I don't know if you guys know this, with this is in the White Boots, that subway station that's kind of close to P9. I've always been obsessed with it. It kind of looks like a spaceship. Every time I drove by it, it's Préfontaine? Préfontaine Metro. So I was always freaked out about it, and I was like, I have to shoot there, I have to shoot there. And it was actually, I was shooting that with Max Abadian, and I said to him, I said, you have no idea what the light is like here, we have to shoot there. And it was almost that beautiful fall light. There was yellow leaves everywhere. And we got there, we shot there, and he was like, you were right, the light is amazing here. Then bottom right, with the tiger, this is a funny story. We were shooting a cover of Dressed to Kill in Toronto, and we hired Kim Cloutier, and we told her she was shooting with the animals and that they were going to be in cages. And we got there, and the animals were not in cages. And we actually have a video of it, and she was standing there, but she was a professional, and at one point, there was it had a chain around its neck. And there was a guy holding the chain, and they also told you not to wear any perfume, so because if you wore perfume that day, the tiger would have ate you. But at one point, the tiger smacked her on the leg, and she was so freaked out, but just still stayed fierce, obviously, and we got the shot. Well, it's good you're explaining the picture, because many people might think it's only a screen behind her. It's not a real one. Or something, yeah. And then that one in the pink jacket, I had just actually bought that jacket, and I just really wanted to shoot it so badly. You know, I love color and all that kind of stuff. And that was actually that model, funny enough, I think she was 16. It was her first shoot. And we brought her in from Toronto. She was super excited. Her mom was really, really excited because it was her first shoot. And
She was actually unbelievable because, you know, sometimes when you're working with young models, they don't really know how to move their bodies or what to do, but she was super, super, super amazing, and she fucking killed it. Sorry for my language. There's a lot of yourself in the pictures. Yeah. That's a series for Louis Vuitton. Yeah, this was a Louis Vuitton kind of, again, kind of the same thing I did with Chanel. It's kind of fun when you get to pull a few looks and tell a story with some of the clothing. So we did some in studio. And actually, I think this was all shot on film by Mathieu Fortin, who is really super talented. And then that one on the right, he had this one location in mind that he really wanted to shoot at. I don't know if you ever drive down Dr. Penfield. I think, actually, my boyfriend always tells me it's where Trudeau used to live. Yes. Every single time we pass by, he tells me that. And then there's this. I'm like, yes, I know. And then there's this apartment building with these waves, and he really wanted to shoot there, and it actually kind of worked out. What is interesting is the fact that also in every picture, there's also an exchange with the artistic director. There's the photographer, there's the makeup artist, the hair, and then you challenge each other as well during a session. We challenge each other too, and don't forget, you also have to take into consideration the model. You know, if the model is feeling herself and loves what she's wearing and is given a strong direction too, she's going to give it to you and she's going to serve it, right? Like if she doesn't know what she's doing, then, you know, it's all going to kind of fall down, right? Do you think that there's more recognition now with stylists that definitely people do know it's needed on a shoot? Yeah, I mean, needed in a shoot. I mean, don't forget, we also live in this social media era too. And I feel like back in the day, you didn't really know what stylists were styling celebrities, whereas now it's like a huge thing, right? Like I don't know, I mean, just like off the bat, like there's this girl, Elizabeth Solser, that I'm actually friends with, and she styles all the Victoria's Secret models. Or like someone like this girl, Style Maeve. I mean, I just know her by her Instagram handle. She styles Hailey Baldwin. So you kind of know who they're almost like celebrity stylists now, just as they're celebrity makeup artists. So I think it's a big thing, especially with red carpet and celebrity. With editorial stuff as well, like obviously there's like the iconic ones that everyone knows, like a Grace Coddington, who obviously, you know, we all knew about because she's just a legend. So I definitely think it's a thing that is, you know, a big deal as well, and that people know about more. Tell us what's the difference when you do editorial and now, in this case, commercial. So here we have two shoots. This is actually two different beauty campaigns. So on the left is Lise Watier, and the right is, what was that, Elizabeth Arden? Yeah, so I have funny stories about these photos too. So what's the difference? The difference is you're dealing with a client. Sometimes you're dealing with an agency. So you have to be sourcing things that are specific. You know, normally before something like this, you're given a brief. And that brief tells you, okay, we need, for this photo, beige tops. This photo, we need gold dresses. And, you know, the briefs have to be super specific because as a stylist, we need to know exactly what they want and exactly what they need. Do you want sleeveless? Is there absolutely no long sleeves needed? So the more specific, the better. I mean, obviously, we always bring extra and make sure, you know, if they maybe ask for sleeveless, maybe we should just bring sleeves just in case, because what if they're like, well, we wanted sleeves, and you're like, well, you didn't want sleeves, and then that way you have it. You always have to be prepared, and that's why we're good at our jobs. But yeah, the difference is just not, you know, you obviously give your opinion when you're on a commercial shoot, but the client decides, and it's the client's decision. I mean, funny enough, for these two specific shoots, Sarah Jeanne is actually the new face of Lise Watier, and in the past they've gone, you know, more feminine and pretty, and Sarah Jeanne's style is a little bit more tomboy and badass and sporty, and she had a little bit, she's kind of revamping and doing this whole Watier thing where it's more her vibe, and she wanted sporty, so she kind of was able to make the call. So I had to pull stuff specifically for what I thought she would like and what she wears. Then it's a big change for the image of Lise Watier. Yeah, I mean, don't forget, it's like everything's about a revamp. There's a younger clientele here that wants to discover the brand, because to be honest, Lise Watier does have great products, and people are like, oh, Lise Watier, that's for older ladies, but it's not. It's for, you know, makeup's for everyone, and this way it's probably bringing people into their brand and making them realize that, you know, it's something that you should be buying into. Especially, also don't forget that it is Québécois, right? So it's nice to support local. Le goût non négligeable aussi, c'est de dire qu'on travaille aussi avec des agences de publicité. Les concepts sont développés avec la marque et tout. Nous, on vient appuyer, comme ce Carrie disait, mais il y a vraiment
un directeur artistique, puis il y a une grosse équipe qui s'occupe de dire justement, oui, on veut du gold. Exactly. We're not just like, all right, so like here's our rack. Every image is like broken down based on, especially for beauty campaigns, exactly what the makeup's going to be. C'est calculé, c'est ça. And then on the right here, just the funny story that I want to tell about this is that this gold dress, I was ordering from a U.S. website, and the shipping here is like crazy, and you pay these crazy duties. I shipped it to Vermont. It didn't arrive on time, and I have an address in the States. Anyways, long story short, I had my mother drive to Vermont to pick up the dress for me because I needed that dress so bad, and what ended up happening, we used the dress. So thank God for my mother. It was kind of like, my mom's like my third assistant. Is she happy now you're doing this work? Yeah, of course. I mean, you know. That you're making a living with Exactly, it as well? yeah. I mean, I say I'm the hardest working one in the family. That's also another campaign, Aldo and Browns, yes. as well. So, do you want me to go into these? Well, maybe Aldo, the yellow was, you had to choose that color? No, or it was not actually. So Aldo on the bottom here, right? So this is specifically for accessories, right? So we do these beauty portraits where we're selling an accessory. So here was the earring. And, you know, their whole, we did these pop colors, but that was just something I actually pulled and we thought looked great because, you know, the vibe has to be a little bit younger for Aldo. Sometimes it goes a bit junior because, I mean, I think every time I go into Aldo accessories, it's always very young. And you have to kind of cater towards the customer that you think is going to purchase the item, right? And that as well, too, is I'm given, with Aldo, it's different, right? Because there's so many people that work at the company. And there's when I'm given briefs, there's a buyer, there's the head director, then there's also the designers. So all of these people in the team are deciding who the customer is and what she should be wearing. Like right now, in my briefs, it's super denim heavy focus. They want denim, 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 because to be honest, everyone is wearing denim right now. Mm-hmm. So it's like I need to make sure that I have all the new shades, all the new cuts, and making sure that I have everything that I need, right? And that other one, the slide just previous, was for Browns, and that was actually a collaboration. You know what's funny is I saw this guy in Miami, and he looked really cool. I just got back, but I was like so excited to see him. But this was, the brief was really more back to school, but for these kind of interesting, cool people. So we shot in this old gym, and it was kind of more of a retro vibe because we were shooting all these Adidas shoes. And that's actually my brother's old sweatshirt and my gold chain. And, you know, you got to work with what you got sometimes. You're living the whole thing. It's yourself in every picture. Yeah, you got to put a little bit of it. Martin, maintenant. Martin, qui a beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. Et ce qui est intéressant de t'avoir dans cette discussion, parce qu'après, on va échanger maintenant qu'on découvre peu à peu qui vous êtes, c'est le métier de personal shopper, qui est la personne c'est un service personnalisé qui est offert entre autres chez Holt Renfrew. Mais parle-nous avant de ton parcours, comment tu es venu, parce que tu as débuté à Marie-Victorin, c'est bien ça? Et toi, est-ce que c'était le design, la commercialisation de la mode? Non? Ben, en fait, c'est drôle parce que moi, quand j'étais tout petit, si on demandait à mes parents, moi, j'ai toujours voulu être chef cuisinier. Ah bon? Mes deux passions, c'est la cuisine et la mode. Je suis un big foodies, là. Oui. Puis, à l'école, je me dessinais avec un chapeau de chef. J'ai toujours voulu être chef cuisinier. Donc, obviously, quand j'ai fini le secondaire, je suis allé étudier à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie. Ah, voilà. Je suis devenu chef, mais j'ai travaillé pratiquement qu'au Ritz-Carlton, ici, à Montréal. Puis ensuite, j'ai travaillé en Nouvelle-Écosse, en Europe, à Berlin, à Paris, à Toronto. Fait que c'est cool parce que déjà, ça m'a amené à voyager, mais c'était tellement rapide. J'étais hyper jeune. Là. J'avais 18 ans quand je vivais en Nouvelle-Écosse, 19 en Europe. Puis ça a comme brûlé cette passion-là. Donc ensuite, c'est un peu OK, what am I gonna do, tu sais? Fait que j'ai décidé de revenir à Montréal. Puis là, je suis allé étudier en commercialisation de la mode à Marie-Victorin. Mais sans trop savoir qu'est-ce que je voulais faire parce que j'adorais la mode. Puis à l'époque, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que j'ai donné des petites conférences dans les écoles de mode. Puis à l'époque, tout le monde voulait être acheteur, tu sais. Tout le monde voulait être acheteur parce que c'était glamorous, you're traveling, tu vas voir les runways, tu fais des achats, alors que c'est 10% de la job, le reste c'est paperwork, puis des chiffres, puis tout ça. Chose que, thank God, je suis très chanceux comme consultant maintenant, j'ai la chance de faire tout ça sans avoir le paperwork à faire, en fait. Mais, puis en fait, c'est un concours de circonstances. Quand j'ai terminé mon cours, les aides de la mode ont ouvert.
au centre-ville, le gros magasin. Puis, en fait, j'ai commencé là-bas. C'était vraiment mes premières armes comme conseiller à la vente. Je n'avais jamais vraiment fait ça. Je travaillais dans le haut de gamme pour hommes. Puis après 3-4 mois, Paul Roberge, le fondateur du groupe de San Francisco, il m'approche pour me parler d'une possibilité, en fait, de monter leur service de personal shopping. Puis, à l'époque, je faisais beaucoup les médias, en fait, là, beaucoup le contact média, puis tout ça, ce qui m'a permis d'apprendre à rencontrer puis connaître plein de gens du métier. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, entre autres, parce qu'en même temps, j'étais styliste à Musique Plus sur une émission que Stéphane réalisait. Donc, on ne dira pas, ça fait comme 17 ans, c'est comme super. Mais Nous étions jeunes et inconscients. Donc, puis par la suite, ben, mon mari, il y a eu une offre à Québec. On a déménagé à Québec, puis j'ai commencé chez Old Trend Fruit. Ça va faire 15 ans bientôt, en fait. Puis j'ai été là-bas 3 ans. Puis à recommencer encore, on revient à Montréal parce que personal shopping, c'est très personnalisé. C'est d'avoir un portefeuille de clients, en fait. Donc, quand on change de ville, obviously, j'ai des clients que j'ai depuis 15 ans qui me suivent de Québec. Mais quand on arrive dans une ville comme ici, de revenir, on recommence à zéro. C'est comme un styliste. On se permet à voyager, mais quand même, si notre base est dans notre ville, ben, il faut se refaire un réseau de contacts. Donc, j'ai commencé ce sont des clients qui viennent te voir, tu les rencontres un peu au hasard ou elles te sont référées? Ben, en fait, c'est vraiment... c'est drôle parce que les gens se posent toujours la question. Parce que moi, je suis que sur rendez-vous, en fait. Là, je veux dire, chez Haute, je ne suis pas quelqu'un qui est sur le plancher. On ne te voit pas sur les étages. Il y en a plein qui disent « t'es jamais là », mais je suis là, je suis juste en rendez-vous. It's a good thing. Si on ne me voit pas, c'est parce que je suis busy, tu sais. Puis pauvre Stéphane, depuis 2-3 semaines, j'aurais pas dit à chaque email, je réponds, puis je dis « je m'excuse, je suis tellement occupé ». Après, il rit de moi parce qu'il dit que je prends des verres à New York il y a 2 jours, puis ça, mais je fais du BR, tu sais. Mais non, donc, en fait, puis c'est sûr que, bon, c'est surtout des referrals, des références, mais en fait, il faut commencer, puis c'est vraiment, c'est 50% vraiment du réseautage aussi, là. Il faut vraiment se bâtir Puis, ben, moi, je suis tombé plus dans une niche vraiment, le monde des affaires, là. Moi, c'est vraiment le Québec Inc., là, toutes la plupart des compagnies que vous avez vues pour qui vous avez shooté, ben, ça va être des trucs comme ça. Ben, moi, ça va être les présidents d'entreprise, les chefs, les dirigeants d'entreprise. Comment se fait le choix, justement, avec ces clients? Est-ce que tu as accès à des pièces exceptionnelles qui sont à l'extérieur, qui sont dans les villes même où elles ont été créées? Ben, je les entendais dire, j'entendais Carrie dire que it's fun. Quand tu aimes la mode, c'est trippant comme travail. Parce que moi, je me trouve chanceux le matin. Quand j'arrive au boulot, là, ben moi, je suis entouré de Chanel, Hermès, Gucci, Prada, name it. Là, c'est quand même un super terrain de jeu parce que, bon... puis là, ben, les photos comme la première, puis celle-ci aussi, en fait, ça, c'est dans le showroom de Naïm Khan, puis l'autre, c'était Marquesa. Puis, en fait, c'est que je suis comme consultant pour autres, c'est-à-dire que pendant les périodes d'achat, je vais aller dans les showrooms, genre New York, puis ça. Puis j'étais là encore il y a 2-3 jours pour voir les collections. Puis, en fait, parce que le marché canadien, c'est hyper différent. Hein. Si on est à Vancouver, Calgary, Montréal, les goûts sont hyper différents. Je pourrais vous dire que les shirt dress, ça marche à Calgary, mais à Montréal, not so much. Puis la couleur rouge à Calgary, ça marche pas. C'est funny comme ça, mais... Puis, en fait, moi, c'est vraiment pour sélectionner des trucs qui vont être plus appropriés pour le marché montréalais, pour Holtz. Mais c'est surtout que je vais chercher des pièces plus exclusives pour ma clientèle, en fait, parce que je suis chanceux, là, j'ai une clientèle assez élitique, là, donc... puis à ce moment-là, je vais aller chercher des pièces que je vais aller sélectionner une robe ou un jacket de Oscar, whatever, dans une couleur. On va en acheter un au Canada, puis je vois exactement... Parce que, tu sais, mon travail se fait vraiment à long terme, c'est-à-dire que je pense une saison à l'avance. Tu sais, là, j'ai acheté les trucs j'ai sélectionné pour mes clients pour l'hiver prochain. Donc, c'est vraiment de toujours un peu penser à l'avance pour eux. Et des choses qui vont vraiment être portées. Ce ne sont pas des vêtements spectacles, sauf des soirées exceptionnelles. Donc, ça aussi, j'imagine qu'il y a un niveau d'audace et d'excentricité que tu dois contrôler, non? C'est d'être super caméléon parce que les clients... Tu sais, quand on a un client comme une entreprise, c'est comme on a une clientèle cible à qui ça s'adresse. Mais moi, ma clientèle, c'est une personne. Donc, c'est encore plus... c'est hyper ciblé dans le sens que... Puis, bah, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée parce que, bon, il y a un 50% psychologue puis 50% stylisme. Là. Parce que, en fait, c'est la personnalité. Je peux prendre 2 femmes qui ont une taille 4, puis... les 2, la robe, c'est sharp sur eux, mais il faut que ça te corresponde. Il y en a qui vont se sentir déguisés parce que ça ne correspond pas à leur style ou whatever. Mais ce que j'ai la chance, c'est que, bon,
il y a de tout, mais bon, mes clients, ils vont les porter les pièces Runway Chanel ou des trucs comme ça que je vais dénicher. Parce que ça, c'est quand même trippant de le voir in real life, des porté pièces dans la vraie exceptionnelles. vie. Et donc, après, tu les reçois dans un espace Ouais. qui va Mais là, être entre sûrement autres- beaucoup plus grand au cours des Ouais. prochains mois Oh en my God, avec déménageant. notre nouveau magasin, c'est ouf, c'est Parce huge que- comme un mais là, on appartement. voit, tu sélectionnes pour elles Ouais. et elles viennent à ce moment-là faire des essayages en Ouais. cabine, comme ça. Mais Non, qui est un espace qui est comme un salon, en fait, Ouais, ouais, qui n'est c'est- pas ouais, une ouais. simple cabine. Ouais, moi, j'avais d'ailleurs exigé d'avoir un salon plus grand. Ils ont construit un salon plus grand pour moi. Mais Quand, le, paraît que- quand le président d'Autre-Fruit était venu, je l'avais fait entrer dans nos salons avant, puis j'avais dit regarde les chiffres, puis je pense qu'I think I deserve a bigger room. Tu sais. Mais ils l'ont fait, fait qu'il faut croire que j'avais raison. Jusqu'à récemment, tu étais le meilleur vendeur au Canada, non? Ben, c'est pas mal, mais je suis fier de dire, je suis encore le non-Asian parce qu'on a d'accord. il y a une invasion asiatique un peu Ouais, ouais. partout puis c'est très différent la façon qu'ils Ouais, achètent ouais. en fait aussi. Ben, Mais bravo. puis je suis très fier C'est bien. parce que je suis fier aussi de montrer que Montréal, we have it aussi. Mhm. Tu sais, parce que souvent on pense toujours Toronto, mais Oui. dans plein de domaines, Montréal est toujours un peu leftover. Tu sais. Oui, oui. Mais de montrer que puis les gens à Montréal sont assez, mes Ben, clients osent. Hein. c'est un point très intéressant et je suis heureux que tu l'abordes d'une certaine façon. Il y a un type de consommateur qui existe réellement pour une mode qui est internationale. Mais je et pense qui qu'on est a à Montréal l'influence aussi. européenne du fait qu'il y a le français anglais Oui. ici. Les gens voyagent beaucoup, puis les gens voyagent énormément, en tout cas. Là, ma clientèle, ils ont des résidences un peu partout, quoi que ce soit, mais sont très réceptifs à ça, puis les gens osent vraiment beaucoup. Là. Honnêtement, on peut penser, puis si on pense à clientèle d'affaires, là, c'est pas que... Même mes business guys ils sont assez edgy, là, quand même. Là. Sont assez willing. Puis ma clientèle féminine, qui est majoritaire, en fait, sont très ouvertes à essayer des trucs. Puis il y en a beaucoup qui they rely on me. C'est-à-dire que j'ai des clients que j'ai la carte blanche. Hein. Il y a vraiment, comment je dirais, leur collègue. Bon, exemple, si je fais un rendez-vous qui peut durer 5 heures, puis là, on bâtit une garde-robe pour printemps-été, ben les gens, ils me font confiance. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la majorité de mes clients feront même pas le tour en magasin. En fait, ils vont venir directement dans mon salon. Puis ils considèrent que ce qu'il y a comme sélection, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais ça, c'est vraiment la majorité. Et tu leur demandes de prendre un après-midi, un certain temps, Ouais. et pas rapidement quand Ouais. même pour faire C'est ce pour ça que choix. j'ai pas eu de journée de congé en 3 semaines, parce que là, c'est l'arrivée du printemps. Quand elles Puis viennent, c'est difficile de- elles choisissent la saison complète, en général? J'en oui? ai, oui, puis Oui. ça peut être assez exponentiel, mais Mhm. j'en ai que ça va être vraiment, oui, je peux avoir 2 rolling racks complets pour exemple, un rendez-vous, puis qui va être pris, là, en fait, là, que ça va être vraiment pour la... Puis ensuite, on va se revoir. Hein? Like vacations. Ouais, c'est ça. Each vacations, they need a full Il y en a, ça va être des mandats un peu plus précis, c'est-à-dire que je me suis fait comme une réputation aussi pour beaucoup les tenues de gala, les balles, puis tout ça. J'habille, quand on voit tous les balles à Montréal, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs d'entre eux. Là. Je suis souvent invité pour ça, mais c'est quand même, c'est trippant. Moi, j'adore les robes de bal, j'adore les... On peut y aller super sexy, on peut y aller vraiment... Il y a plein de statements à faire avec ça, puis au niveau, après ça, ils consultent au niveau du hairdo, puis des trucs comme ça. La semaine dernière était inaugurée une partie de l'espace du nouveau Old Renfrew Guelvé. On voit la section donne pour des- hommes et avec Ouais, des c'est comme ça, c'est un gros tease, là. Ça, Oui. c'est trippant pour nous, les gars, là, parce Oui. que, bon, moi, j'y vais, pour puis une je suis content fois, de on plus a de pensé, sélection. oui. Parce que je dis tout le temps en blague, en fait, le personal shopping, ce qui est trippant, c'est que, mon mari vous le dirait, là, moi, c'est enlever le crave. Moi, je pourrais magasiner non-stop. Hein. On va à Paris tous les étés depuis des années, à Londres, puis tout ça, puis je peux magasiner non-stop. Avant, au début, il me disait, OK, bon, ben regarde, je vais t'attendre, je vais aller prendre un café, pars 3 heures, tu reviens, puis tout ça. Puis ce que j'aime de ce côté-là, c'est que you're not spending just your money. En fait, c'est un peu ça. Là. C'est que tu magasines non-stop, tu crées des looks pour d'autres gens, puis en même temps, ben, parce que c'est comme un craving, c'est comme une drogue un peu là, d'aimer de faire ça. Là. C'est ce qui vous permet aussi d'être toujours dans la tendance et de comprendre ce qui s'en vient. On va parler de ces célébrités que vous devez accompagner parce que c'est une clientèle assez niche et assez particulière. Et vous trois, vous en avez. Je sais que Martin ne peut pas en nommer, mais j'ai une entorse au protocole parce que je la connais. J'ai une Ouais, petite c'est correct. surprise pour toi. Je savais Il s'en qu'elle allait doutait. parler. Mais en fait, si je peux me permettre, Isabelle, qui est maintenant ambassadrice du Canada, Isabelle, c'est une de mes plus grandes amies. Isabelle, c'est elle, en fait, qui était ma célébrante à mon mariage. C'est elle qui nous Oui. a mariés. Puis, si je peux me permettre de dire, dans le fond, c'est que parce que c'était un big helper, dans le fond. C'est-à-dire qu'Isabelle, je l'ai connue quand je suis arrivé à Montréal chez Holt. C'était président de la Chambre de commerce. Puis on s'est rencontrés comme ça en rendez-vous. Puis ça l'a cliqué. Puis après ça, avec la confiance qui s'est gagnée,
m'a rentré dans un certain réseau, puis après, ça fait boule de neige, là, donc c'est un peu... Oui, c'est un puis gros, c'est une formidable ambassadrice pour le Ouais. Canada, pour Montréal je la vois aussi. encore, puis elle m'écrit Une encore, femme brillante. m'envoyer, Mais elle a pris le temps, et ça peut-être, j'espère qu'elle ne te l'a pas dit, d'enregistrer ce petit message Oh, dans my son God, jardin. I C'est like. le jardin de l'ambassade, c'est la Oh, résidence de l'ambassadrice à nice, Paris. c'est cute. Et elle explique aussi le métier et sa vision du métier et ce qu'elle aime chez toi. Donc, petite surprise enregistrée. Beaucoup hésité avant d'accepter de faire un message et d'enregistrer un message pour Martin parce que on aime tellement cette personne-là qu'on ne veut pas la partager. Mais considérant l'environnement dans lequel vous êtes, un panel, Stéphane qui me demande de dire quelques mots sur Martin, j'ai finalement accepté de partager mon beau garçon Martin avec vous tous et vous toutes. Alors, personal shopper, quelles sont les qualités qu'on doit rechercher chez une personne qui vient nous aider à refaire, défaire ou débuter notre garde-robe? Alors, Martin a tous ces attributs. Martin est d'abord quelqu'un de passionné. Martin est extrêmement assidu. Martin a un goût extrême pour la mode. Il connaît les tendances, mais également son goût pour la mode est nourri du vôtre. C'est-à-dire qu'il s'acclimate au goût de chacune et de chacun. Et vous savez quoi? Si Martin est une personne unique, il vous fait croire et ressentir que vous êtes également unique. Parce que quand Martin est avec vous, il n'y a que vous qui existe pour lui à ce moment précis. Il est d'une extrême discrétion et d'un savoir-faire hors pair. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que si vos parents, si vos amis, si votre copain, si votre copine, mari, épouse, accepte quand vous dites à chaque matin « j'ai rien à me mettre », Martin n'acceptera jamais ça parce que soyez prêts et soyez prêtes, il connaît dans le détail notre garde-robe. Alors si un jour vous dites « je n'ai rien à me porter ce matin », vous appelez Martin et même à distance, il vous dira quoi porter. Alors mon beau garçon Martin, je t'embrasse et j'ai bien hâte de te retrouver, soit à Montréal ou à Paris. Bel hommage, bel hommage. On est très chanceux. Très gentil. On va revenir à Sabrina. Cœur de pirate, quelqu'un que tu aimes bien, Oui. que tu conseilles aussi. Parle-moi comment s'est développée cette relation avec elle, parce que, encore une fois, les artistes, ils sont exposés, ils se présentent sur une scène, ils sont observés, scrutés, donc il y a beaucoup d'inquiétudes pour eux. Tu dois les rassurer aussi. Oui, puis Béatrice, Cœur de pirate, c'est quelqu'un qui a vraiment un beau contrôle sur son image, puis ce qu'elle laisse voir et pas voir. Mhm. Elle a une idée vraiment précise de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime pas. C'est vraiment elle a sa vision, en fait. Puis c'est le fun de rentrer dans l'univers de quelqu'un, puis de l'aider à arriver à ce qu'elle veut montrer. Là. C'est vraiment... C'est elle qui t'a approché? Comment s'est faite la rencontre la première fois? Oui, c'est elle qui m'a approchée. Oui. Ça fait quelques années déjà. Et ça continue Ça avec elle continue. aussi? Oui, on s'entend bien. Puis, est-ce que tu pousses l'artiste à évoluer aussi? Parce que dans votre travail, c'est un peu ça, je trouve, c'est qu'il faut amener et leur dire que, vous savez, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, cette photo-là va paraître. C'est peut-être bien d'aller un petit peu plus loin aussi, non? Bien, c'est certain aussi qu'on a la chance d'avoir la vision extérieure. Tu sais, la personne, elle a ses propres goûts, elle a son univers qu'elle s'est créé. Puis moi, j'ai la chance de dire « Ah, ça, c'est ton univers. Puis moi, je vais t'amener juste un petit peu plus loin. Puis après, quand on va y revenir, on va l'amener encore un peu plus loin. Puis c'est ça qui rend le cheminement intéressant du travail d'équipe. Puis elle joue le jeu aussi? Oui. Une série Idéalement, que oui. j'ai beaucoup aimée, Valérie Roberts, Oui. qui adore la mode aussi, mais là, tu l'as amenée totalement ailleurs. Et- Valérie, qui est un peu l'opposé de Béatrice, qui est Cœur de pirate, très éclatée dans son look, prête à tout, veut du changement toujours différent, veut essayer des choses nouvelles. Mhm. Deux opposés, deux personnes formidables. Oui, avec qui, j'imagine, il y a une bonne complicité aussi. Oui. Quand ça doit être assez amusant de travailler avec Valérie. C'est un autre défi, en fait. Ouais. C'est toujours d'essayer de trouver de la nouveauté, de créer des looks nouveaux, de rapporter ça. Ce que Mme Hudon disait juste avant, c'est
fun de connaître ce qui est dans la garde-robe de la personne aussi, puis de dire ah, te Oui, comment souviens-tu? Justement, comment tu fais pour comprendre la personne, pour pas qu'il y ait de malaise ou de conflit? Il y a une grosse partie que c'est de l'instinct, je pense, de bien de sentir la personne comment elle est. Je pense que ça, les trois, je pense qu'on peut dire qu'on l'a. Après ça, de la discussion, de poser beaucoup de questions. Au début, c'est vraiment comme un premier rendez-vous, je pense. Tu poses beaucoup de ce que t'aimes, ce que t'as aimé, ce que t'aimes faire, ce qui est important pour toi, les inspirations. Tu sais, c'est une grande discussion, tu apprends à connaître l'autre, en fait. S'apprivoiser un Oui. peu. Avec Tessa, il y avait grande patineuse. Et là, c'est un contexte totalement différent parce que c'est un contexte à la fois commercial et il faut que ce soit sa personnalité, non? Dans la situation ici, c'est pour les Bon montures Look. Bon Look. Oui. Mais Tessa, je l'habille aussi dans la vie. J'ai la chance de bien connaître ses goûts et sa garde-robe aussi. Fait que c'est un double mandat dans ce cas-là. C'est de bien représenter la personne et son image de marque tout en présentant bien le produit qu'on essaie de mettre en valeur. Fait qu'il y a un autre contexte. Toujours avec Bon Look. Oui. Mais Sarah-Jeanne, on voit que Sarah-Jeanne est une actrice en demande dans Oui. le milieu de la mode. Et là, avec elle aussi, il y a un échange, une relation que tu as développée? Sarah-Jeanne, Carrie l'a soulevé un peu plus tôt, c'est quelqu'un qui adore la mode. Elle est passionnée déjà elle-même. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a son look déjà défini. Elle connaît les pièces. Elle est au courant des tendances. Elle suit tout. Fait que disons que les collaborations avec elle, c'est toujours des discussions. Puis elle va vraiment mettre la main à la pâte. C'est quelqu'un qui est le fun aussi à échanger. Puis à essayer d'amener peut-être un peu ailleurs dans son cheminement aussi. Là, je pense que c'est vraiment ça. C'est de donner une autre vision, un autre côté. Carrie, you had the chance to meet quite a few stars, and there's two of them, Miguel and Miguel was for a magazine from Toronto. It was actually I think this was the first issue or first issue, which was really cool. He was super chill. I mean, he loved everything that I brought him, but you kind of got to get inside his head. We actually used he had a really good Tupac t-shirt that we used, so we kind of made it a little bit more personal. Because, I think sometimes when you're dealing with, especially with celebrities and when you're dealing with guys too, they have to feel like themselves. If they don't feel like themselves, then you're not going to get what you want to get out of them, and they're not going to like the images. And obviously, you want them to like the images, and you want them to like the look. And also, in this case, it's a photo shoot, so it's not a friend of yours. You haven't met him many times, Exactly, and you have to know very quickly. It was like a first-time Yeah. meet. I mean, I kind of, you kind of do your research. Luckily, we have Instagram now, so we can stalk people and see what they're wearing and see how they look, and also just like look at other photo shoots that they've done. But we got along really well. He's just kind of like a stoner California boy, and he was super, super laid back, and he gravitated towards certain pieces on the rack, and we made it happen, and the shots were great, and he liked everything that I pulled. Then bottom right actually is a commercial job. That was with Priyanka Chopra. So it was for pretty much like the Coca-Cola of India. It's like an Appy Fizz drink. And the whole thing was red and black. And we filmed a commercial, and we also did some photos. I mean, I'll tell you a funny story. I mean, I'm not trying to badmouth Priyanka Chopra, because she's beautiful, but don't forget she is a Bollywood star, and she has been in many, many movies. I definitely had some moments where, there was a pair of shoes. She kind of like kicked them to the side, and I was like, oh, please don't ruin my shoes. And she was like, it's okay. They love us at Givenchy. They love us, but like, they were actually from Holtz, and they were like $1,000 shoes, and we actually ended up having to buy them, which was fine because the company had budget. But there was these moments. Funny enough, is I kind of got in with her, and she trusted me because she kind of maybe understood that I kind of knew what was up, and her manager was kind of like her manager and I kind of hit it off as well, and she was like, she likes you, don't worry, she likes you. So, because it's a bit scary when you're dealing with someone of that stature, you know what I mean? Like, it's like she's Hollywood star, especially now that she just got married, she's a big deal. But so that was actually a really, really fun job to work on that too. How do you deal when there are tensions on a set and you have to deal with so many things? Tensions. I think it depends on the tensions. I mean, I think I'm a really good person to kind of always. I'm a really good icebreaker. You know what I mean? I kind of throw in a little one-liner, and then people start laughing, and we kind of forget about it. Or I just flip my hair, and everyone's like, "We love it."
But you know, you just gotta you gotta know what kind of circumstances you're in. You know, you gotta know when to step back. You gotta know when to not say a word. You know, if a manager and an actress are saying something, if they ask you for your opinion, you give your opinion. You know, you don't step up to the plate and get in the way of it, right? Especially depending on the stature of the celebrity. You know, a lot of people, when you're especially a stylist celebrity relationship, you know, if you know how close you are with them and they want your opinion, obviously you're going to give the opinion. And they normally, you know, if there's trust there, then they're going to take your opinion. You have to be social people. Je pense que vous trois, vous êtes des gens très à l'aise avec les autres et en public et à échanger. Vous n'êtes pas des gens ennuyants, j'ai l'impression. Non, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que c'est d'échange beaucoup. Oui. Et de mettre les autres à l'aise aussi, de briser justement cette tension. I always say it's like the stylist, especially with like the model and the act and like the celebrity, we're like the mama bird. You know what I mean? Like we're like mom and dad. Like I make sure like she's fed. I make sure that she needs water if she needs to take a break because everyone else kind of forgets about it. On est la personne la plus proche aussi qui touche. Toujours. On touche beaucoup. On va replacer le vêtement souvent. C'est quand la dernière fois que vous avez mis vos mains dans la jupe de quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Après-midi. Il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a un côté étrange. It's very close. Ouais, tu es très, très proche. Fait que disons que créer les liens rapidement, c'est très important. Puis il y a un petit côté aussi personnel d'être enfermé dans une petite pièce ou carrément un garde-robe avec quelqu'un dans sa chambre. Puis de regarder ses vêtements, puis de fouiller dans ses sous-vêtements, puis de dire... Tu sais, ton soutien-gorge, il pue vraiment à jour. Tu veux vraiment avoir la petite touche personnelle. Puis s'il y a des gens qui ont des insécurités par rapport à une chose qu'ils ne veulent pas montrer ou une image d'eux-mêmes. La partie psychologue là, qui a été soulevée tout à l'heure, je pense qu'on l'a vu tous. Confidence is key when it comes to a look. If they don't feel confident, the whole thing will fall apart. Et Martin, toi, quand tu as des gens qui sont quand même au sommet de la pyramide, pour employer ce terme, il y a quand même une forme de respect, je dirais, mais aussi, ces gens-là s'attendent à une certaine façon d'agir, non? Oui, mais en fait, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec un client la semaine dernière, puis je pense que... Parce que moi, je suis un petit garçon de la campagne, là. Je viens de Sainte-Hyacinthe, 4e rang. Tu sais. Mes parents ont... Un fermier. À mon mariage, on a fait quand même un gros mariage, puis à mon mariage, les gens s'attendaient à voir ma mère en Chanel. Non, mais tu sais que je tripe tellement sur la mode, mais mes parents, là, ça, c'est vraiment la campagne. C'est pour montrer comment que c'est personnel. D'aimer la mode, we were born this way. C'est vraiment comme ça, parce que ça vient pas de ma famille. J'allais pas une question de richesse. Fait que puis à ce moment-là, je pense que ça me garde grounded. Tu sais, moi, la fin de semaine, présentement, je vais ramasser de l'eau d'érable à une cabane à sucre. Puis, tu sais, je pense que ma famille, elle me garde vraiment grounded. Ma mère, j'arrive avec un sac Vuitton ou whatever, puis elle fait comme ça doit être cher, mais tu sais, elle sait pas c'est quoi. Puis je trouve ça cool. Mais mes clients, justement, je vais avoir la même approche avec un client qui débute, une jeune femme de carrière qui rentre dans un cabinet d'avocat, puis un chef d'entreprise d'une compagnie multimilliardaire. J'ai ce même côté-là, puis je pense qu'ils sont tellement habitués d'avoir une approche partout dans les hôtels ou bureaux qui est tellement plus, pas austère, mais un peu froide, un peu intimidée, en fait. Puis moi, c'est tellement friendly que je pense que c'est là que ça passe super bien. Puis c'est pour ça qu'on devient... En fait, je deviens très ami avec beaucoup de mes clients, en fait. Là. Puis c'est cette barrière-là, cette intimité-là, puis c'est ça qu'il faut parce que quand ça tombe, c'est là que ça devient vraiment plus successful. Les gens, ils te font excessivement confiance. Puis ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est mes business cards. Tu comprends? Parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai un nouveau client qui vient, je fais comme « There's no way que je vais faire bullshit là, parce que c'est toi mon business card. Oui. Je veux pas que quelqu'un fasse who take care of you? OK, je vais jamais aller voir ça. C'est ce qui fait que tu as des relations à long terme aussi. Avec ce qui fait que, entre autres, je dis tout le temps à mes clientes, parce que je les appelle mes boys et mes girls. Hein, je dis tout le temps que mes clientes, c'est mes girls, puis les autres, c'est mes boys. Puis je dis tout le temps que, en fait, que c'est toutes mes girlfriends, puis que je les habille si j'étais hétéro, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais qu'ils soient habillés comme ça, exemple. Oui. C'est un peu cette approche-là que je fais. Je veux être fière, puis je veux qu'ils se sentent belles. Puis tu les connais aussi bien que les maris, finalement. Ouais, oh mon Dieu, ouais, même, ouais, c'est ça. On rentrera pas dans les détails, mais il n'y a pas beaucoup de secrets, là, disons, tu sais. Je vois des avant surgery, during surgery, after surgery, puis tout le temps. C'est ouais. Carrie, you've worked with great models, doing amazing covers as well, with great photographers and great team. And how is it with those famous models? They're always cool. I mean, yeah. I feel like I don't know
I'm not trying to say this about myself, but sometimes I feel like they already feel like they know me in a sense, so I make them feel really comfortable, and some of them I already do know. So, I mean, like Jessica Stam was super cool. We shot that in LA at one of my friend's house. That's the top left. Bottom left was actually at Jennifer Campbell's mother's house. And we shot Heather Marks, who was actually one of the first models that I had shot for Dress to Kill, like on my second shoot. So we kind of developed a relationship, and she's they're Canadian girls. There's always this Canadian connection with these models that have like traveled the world and been on all these different shoots and been everywhere. Then you're like, when you're from Canada, you kind of have this Canadian connection. And then Irina was just someone really cool, and she was actually dating a friend of mine for a while. So we kind of had a relationship already. What makes a good model, you think? What makes a good model? Somebody that can tell a story by wearing the clothing that is given to them, and also somebody that is, nice and like to everyone, and not just to those people that she knows are important. That kind of thing. Sabrina, tu voulais dire quelque chose par rapport Mais je pense que au c'est mannequin? non négligeable de prendre en considération que ces mannequins-là, c'est des top models. C'est Oui. pas pour rien. Ils vont aussi, sont aussi, eux, sur des sets différents chaque jour. Ils rencontrent des gens différents chaque Oui. jour. Ils sont touchés par des gens différents chaque jour. Et ils ont une attitude, c'est aussi un peu des actrices. On leur demande d'interpréter plein de rôles différents. Puis de les faire embarquer dans notre jeu aussi, c'est vraiment, c'est ça qui rend le tout beau, magnifique, comme les images qu'on voit devant nous. Oui. Là. Ce qui m'impressionne toujours en voyant ces mannequins qui sont à un niveau très élevé, c'est la rapidité à faire plusieurs types d'émotions en très peu de temps. C'est incroyable On à pourrait regarder. sortir 10 photos. La couverture, il est difficile de faire des choix, en fait, parce que chaque photo est excellente, en fait. Puis une bonne mannequin, tu demandais, souvent, elle va sentir son vêtement, elle va savoir comment se positionner pour le mettre en valeur, elle va elle-même le placer. C'est hallucinant à regarder versus peut-être quelqu'un qui débute, que tout le travail est à faire. Il faut lui dire, attends, plie ton bras. Oui. Plie-le pas comme ça. Disons que la journée est allégée par quelqu'un qui est juste comme... Oh, wow! C'est là impressionnant. que votre travail aussi est important, c'est de savoir guider des mannequins qui débutent Oui, aussi. et de les amener à un niveau supérieur. Mais pour vous, ça doit être inspirant. Quand c'est des gens à ce niveau, ça doit être même... Il y a un côté merveilleux. Donc, on assiste à ça. Yeah, it's something else. I mean, it's like someone like Coco Rocha, right? Like she has a book called Study of Pose. Like watching her move is crazy. Ils ont des personnalités aussi, vraiment. C'est pas des simples mannequins qu'on met des vêtements dessus. C'est autre chose, je pense. Ashley, oui, qui est devenue... She became almost a friend. You've done many shots with her. Yeah, I mean, luckily I was able to I started working with her because of Additionelle. So Additionelle, which is a local brand for plus-size girls, has a line with Ashley Graham, a collaboration that they were working with her before she was the big thing, right? And they did a collaboration of lingerie with her, and I kind of started working with her because of that. But we just became very close. Yeah, and speaking of intimacy, it's a very good example. You Yeah, have of to do course. a shoot. It's changing her Yes. bras and helping her with her underwear, and that's very intimate. But we became really close, and we're friendly, and I talk to her all the time, and she confides in me, and I help. I also try to help as well with the brand too, right? In a consulting sort of way, not specifically with Additionelle, but when she's trying to design her line, I'm always asking, have you asked her what she's wearing these days? Because she's traveling around the world, she's seeing things around the world, so. It's something where she confides in me because she trusts me with her line and with her image, and it's just been a great friendship and relationship. And I mean, she's so major. So Yeah, and she's brilliant. She's a she's woman. amazing. She's an inspiration to everyone, not just to plus size women, and to the industry. Yeah, and it's great. It's Canadian brand. Additionnel. It's nice that this association and they push forwards also with this line. It's great. On va se donner une fin un peu superficielle sur les inspirations et les tendances à venir. Mais avant peut-être d'aborder ce thème et un peu plus tard les questions, what do you think? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait changer dans la perception de ce métier? Qu'est-ce qu'on comprend mal encore, selon vous, dans l'opinion générale, même si on l'apprécie, on le voit, qui n'est pas tout à fait la réalité?
Ben moi, si je peux dire, ça a l'air d'être juste du magasinage, comme l'on me dirait. Parce Ouais. qu'en fait, honnêtement, de l'extérieur, les gens se pensent que c'est facile, tu vas te promener, tu prends plein de trucs, tu choisis, puis blablabla. C'est... 2-3 talons hauts, Ouais. 2 robes, c'est fait. Mais il y a vraiment un côté créatif, ça part plus de loin parce qu'en fait, si c'est un client comme eux vont faire, exemple, pour un édito ou un client vraiment plus personnel, ben là, il y a une demande qui est faite où des fois, ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent. Ils ont comme une idée, mais c'est pas précis vraiment en tête, puis c'est d'aider à préciser cette idée-là, en fait, ou d'essayer de vraiment la réaliser parce qu'on ne peut pas être dans la tête de tout le monde. Hein. Ils voient qu'est-ce qu'ils ont envie, mais ils ne savent pas l'expliquer ou ils ne savent pas l'image qu'ils veulent dégager à ce moment-là. Donc, tu sais, il y a une recherche qui se fait pour essayer. C'est du mix and match, puis c'est du try, essai, erreur, puis c'est pas genre j'ai besoin d'une robe noire, tu sais, exemple. Ben là, on peut partir loin, là, tu sais, c'est comme... Toi, Sabrina, qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait peut-être changer ou qu'on comprend encore mal? Il y a peut-être un point, on n'aura peut-être pas le temps d'élaborer longtemps là-dessus, mais il y a aussi le point des gens qui débutent dans le métier. Il y a une période presque sans salaire, de stage et d'apprentissage qui est nécessaire, mais c'est jusqu'à quel point on accepte de dire que c'est bon pour ton portfolio. Comment on se fait dire dans beaucoup de métiers On a vu aussi de mode. les 3 facettes principales aussi d'un styliste, mais il y a des gens qui travaillent en télévision, dans les films qui sont aussi, veux pas, des costumiers, mais stylistes aussi. Je pense que les qualités de travail sont encore... les normes, en fait, qui sont encore restées comme dans le passé. C'est ancien. Je pense pas que c'est respecté comme ça le devrait. Je pense que le styliste est roi sur son éditorial mode, mais dans une publicité de voiture, c'est le garde-robe. Tandis que c'est quand même l'humain dans la publicité que tu vas voir. Son habillement devient très important aussi. L'opinion est importante. Fait que, oui, notre opinion est respectée à beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'on se fait reconnaître beaucoup plus qu'avant, mais il y a encore énormément de chemin à faire là, de ce côté-là, je pense. Carrie, something else you'd like to add? No, it's pretty much. Martin a fait une sélection de photos, mais vous pourrez commenter vous aussi sur certaines tendances qu'il trouve intéressantes à venir. Et j'étais très heureux que tu aies mis Chanel parce que c'est symbolique aussi avec le décès de Karl. En fait, j'ai vendu cet outfit-là en plus, là, mais, oui. mais je trouve ça... Bien là, en plus, parce que je voulais faire un clin d'œil, parce que, ironiquement, en février, j'étais justement avec Isabelle à Paris, puis je disais, je parlais justement de Karl pour X raisons, puis là, je disais, can you imagine, le jour où il va partir, whatever, pour Chanel et Fendi, c'est tellement, tu sais, Fendi, c'est Lagerfeld, puis Chanel, c'est Lagerfeld quand même, parce que ça fait tellement longtemps. Puis, ironiquement, 3 jours plus tard, ça y était, là, mais donc, fait que c'est assez intriguant de voir qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que Chanel, ce que je trouve inspirant, c'est que vraiment, pour Karl, en fait, il a vraiment toujours suivre la tendance parce que là, ça c'est vraiment, là, la mode est au sportswear, everyone's doing sneakers, puis tout ça. Puis même Chanel, il l'a fait, puis à ce moment-là, il devient vraiment intéressant à une clientèle plus jeune, en fait, tu sais, parce que quand on parle des social media, puis tout ça, puis avant, c'était vraiment plus rangé. Chanel is like one of the most expensive. Exactement, mais les jeunes, c'est fou parce que même les jeunes, maintenant, ils sont prêts à spender I mean, I want that bag, but I can't justify it right now. Luckily, I got to borrow it and I got to try it on, and it's really fun. C'est intéressant aussi parce que même ces grandes marques-là, ils ont besoin de rester actuels puis de toujours être à l'affût puis d'attirer les jeunes, pas de juste devenir une vieille marque. La clientèle vieillit avec la marque. C'est vraiment important de les garder stimulés. Puis Karl a réussi à le faire pendant des années. Puis en même temps, c'est une inspiration. Ça peut être pas dans le budget de chaque personne, mais tu sais, les grands designers, les gens vont s'inspirer de ça. Dépendamment du budget, à ce moment-là, il y a plein de broken down par d'autres lignes plus abordables qui vont faire des inspirations, mais au moins de voir les runways, puis c'est parce que les runways de Chanel sont tellement exceptionnels, là, c'est toujours des cartes. Puis le Burberry. Moi, j'ai mis ça, en fait. D'ailleurs, j'ai vendu ce trench-là qui était mon coup de cœur du runway, là, avec les chaînes tout le long. Avec Ricardo. Oui, puis honnêtement, c'était hyper attendu. Puis j'ai été invité il y a un mois pour voir le launch, en tout cas, Ricardo à New York, de la collection. Puis il a fait un big 360 là, pour la ligne. C'est le plaid, Burberry, le carreau, on le voit en parcimonie, mais vraiment pas. Puis autant dans l'homme que dans la femme, je trouve que
c'est un gros hit right now. Là. Il a réussi à vraiment changer la marque. Vous, vos sources d'informations, ce seraient lesquelles pour être... Parce que votre travail, c'est d'être vraiment tout le temps, à la fois au courant, mais même à l'avance, et de dépasser ce qui s'en vient. Comment Mais je vous pense procédez? que, oui, on s'inspire des runways. Il y a un côté aussi pour ma part, là, je vais m'inspirer beaucoup de ce que je vois, mais que ce soit en architecture, dans la rue, les gens, comment sont habillés. Ça va être des mélanges de textures que je vais voir sur quelqu'un. Je ne vais pas nécessairement y aller avec un look complet, dire « Ah, ça, je suis inspirée par cette combinaison-là ». Ça va vraiment être plus par le mélange, les volumes, les choix qui ont été faits, en fait. Puis des fois, ça peut être hyper laid, mais la façon que ça a été fait, c'est super inspirant. Fait que c'est vraiment plus comme ça que je vais procéder, mais... 100%. I totally agree with you. I mean, we're seeing inspirations from this, but don't forget something to talk about as well is also access, because there's things that we may see on runways that we might not be able to find here specifically. So you might want, you have to kind of think about what's available. Yeah, we have to be ahead of the time, but then when it comes time as well to when it comes into stores, if we can't find that, we have to be resourceful, and we need to be able to find those items. Let's say it's neon, let's say it's a trench, let's say it's patent leather, whatever it is. We have to that's what we have to do. We have to source and be resourceful. I mean, you can order things. It's the same thing with your job as well. You might have something that's not available in Montreal, but then you get it from Toronto or you get it from Vancouver because there's a different clientele, right? So it's about sourcing. And you follow the designers. You follow many people also, I suppose, on different Instagram Platforms, and accounts. And then live on Vogue Runway as well. Yeah. Je pense qu'on est des gens qui sont vraiment stimulés par l'image aussi, là, dans tous les niveaux. Fait que j'en consomme énormément. Puis je serais pas surprise de savoir que vous faites pareil, là, que ce soit sur Instagram ou des magazines, des shootings en magasin. Les gens sont hyper éduqués puis informés. Tu sais, les social media, là, c'est le fun de stalker des celebrities, mais les gens aussi... Moi, là, le nombre de photos Instagram que j'ai là, à chaque semaine puis chaque jour, à toute heure du jour de clients, « Oh my God, I love this », genre « this inspiration ». Ça n'a pas besoin d'être ça, mais ils aiment le vibe où ils feraient, mettons, la robe, là, le floral de Giambattista Valli, ben, j'aime le vibe ou whatever, tu sais. Les gens, ils sont vraiment, vraiment informés, là, tu sais. Puis on est dans une heure que tu peux te faire dire « Ah, est-ce que tu as vu ce que Kim Kardashian a porté hier? Mais c'est And then vrai. someone will have a direct link to exactly where you could buy it online. Ouais, T'es aux juste gens- comme « Ah non, on n'était pas au même resto, bizarrement. Oui. Parce que vous voulez pas non plus vous faire la leçon d'une certaine façon. Il faut justement prouver que vous êtes professionnel. Et c'est là que c'est intéressant. Les gens vous mettent au défi. Oui, mais moi, je pense qu'aussi, c'est que c'est à deux côtés aussi. Parce que, par exemple, quand c'est du stylisme plus personnel, il faut quand même que le client sente qu'il c'est pas tout cuit dans le bec. Là. Il faut qu'il sente qu'il participe quand même au truc. Là. Je veux dire, si je dis « OK, nanana, this is perfect », il faut sentir que « Ah, mais you know what, je mettrais peut-être plus un shoes. » Parce que si c'est trop comme ça, c'est comme ta mère, quand t'es petit, elle te dit « Tu fais ça comme ça », là, t'es un peu rebelle, là, puis tu veux comme faire à ta façon. Fait que c'est... Dans tous les aspects, je pense que c'est comme ça. Tu peux pas... En fait, ça m'est presque jamais arrivé de dire voilà, la personne le met, c'est fini. Il y a toujours Comme ça, check out. un bel échange du pourquoi j'ai choisi ça. Si c'était comme ça, les shootings dureraient 1 heure, mais c'est vraiment pas le cas. On va profiter de votre présence et du temps précieux que vous nous donnez pour prendre quelques questions. Il y en a peut-être des gens, il y a sûrement des passionnés de mode, mais il y a peut-être des étudiants, des futurs stylistes aussi qui sont présents. Donc, ne vous gênez pas de profiter. Même moi, j'ai de la misère à les rejoindre, donc profitez-en. Ah, oui. Ou je pourrais la répéter si jamais les gens n'entendent pas. Hey. Oh, Ah, il y a bonsoir. peut-être quelqu'un à l'arrière déjà. Bonsoir Stéphane, bonsoir, bonsoir, Sabrina, Carrie Marie. et Martin. Alors, je brise la glace en posant une question. En fait, vous nous avez beaucoup parlé des bons moments et des moments qui sont qui font en sorte que vous aimez votre métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment dans votre carrière, un ou plusieurs moments où vraiment vous vous êtes dit « Ah mon Dieu, franchement, si ça continue comme ça, moi je peux plus » et vous êtes relevé justement. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'adversité où vous êtes relevé? Est-ce que vous pouvez nous donner une histoire ou quoi? À chaque saison. Ce qui est sûrement vrai. I mean, I have one major one which happened to me and does happen to stylists sometimes. But I was actually preparing for a photo shoot for Marcel
and I think someone was following me around, and I was going from store to store, and I had a lot of high-end pieces in my car. And someone broke into my car, and I got completely robbed blind. And it was like my last stop. I was going to a Zara to get cheapy options just in case I needed to cut a sleeve off or something. And whole car robbed, and luckily the stores were very nice with me and gave me a little bit of discounts, and I still managed to do the photo shoot the next day because I went to every single one of my girlfriend's houses and I stole all their clothing. But, you know, then now my insurance is up crazy high, and I never leave anything expensive in the car anymore, and you live and you learn, and sometimes that needs to happen. But when that happened, I went through it for sure, and that was really, really, really hard for me. But, you know, you live and you learn, and you take things as they come, and now I'm stronger because of it. Moi, comme je disais tantôt, en fait, au niveau du personal shopping, de monter une clientèle, quand on change de ville, on recommence. Puis c'est toujours, je suis parti de Montréal pour aller à Québec, je connaissais personne à Québec, on recommence à zéro, on part, on a une belle clientèle, on recommence à Montréal. Quand je suis revenu à Montréal, c'était difficile là, parce que tu réussis à te bâtir une belle clientèle, tu as beaucoup d'attentes. L'entreprise me connaissait déjà, ils voulaient m'avoir à Montréal à chaque fois que je venais, mais tu repars, puis tu as comme ce pressure-là, puis c'est un peu déprimant un petit peu à ce moment-là, mais pas plus que... C'est jamais tout à fait acquis dans votre métier en plus. Ah ouais. Il faut constamment être à l'affût. Oui. J'avais une question. Je ne sais pas comment la formuler, parce qu'en fait, j'aurais comme 15 questions. On a parlé beaucoup de mode à l'international et je voulais savoir, surtout en lien avec les magazines, parce que moi, c'est ma doléance souvent que je ne vois pas beaucoup de mode québécoise. Et je voulais juste faire c'est pas un reproche, c'est juste de voir le lien entre comment la mode québécoise peut se faire connaître via votre travail, mais aussi le fait de mettre de la mode québécoise dans les magazines pour que ça circule. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop comment formuler ma question, puis que vous également, en tant que styliste personnel et personal shopper, c'est de vendre l'idée d'acheter québécois. I think you know, especially maybe for celebrities, I think we can have a good access for that. But don't forget, we're trying to find the best cuts and things that are fitting perfectly for these celebrities. And also for magazines, we're given themes. And if something doesn't fit the theme, I know personally, I just had a moment like that where I did push something for a Québécois designer. There's a hat designer named Fumil Chapelier. And I was styling Piqué Souban in Nashville. And he loves hats. So I reached out to them, and they made him 3 hats. And I brought them to him, and he loved them, and he kept the hats, and I photographed him in the hats. And for them, that's huge because Piqué Souban loves hats. So when these photos come out, they'll get all this exposure, and that's going to be amazing. So I think it really depends on the moment, and it depends on the designers and what the collections are, right? So don't forget, we used to actually have a fashion week here, and we used to have, you know, it was thriving a little bit differently, and times change, and, you know, things are expensive for Québécois designers, you know. So it depends. I mean, you know, someone like Marie St. Pierre, she has a store in Miami, so she has her clientele base. I think for us, it's also trying to push young designers always because they're the ones that are having the harder times, whereas the other ones are already established. But it really just depends on, you know, taste and things that actually work. So Find the good timing as well. Il ne faut pas oublier non plus que les magazines ils ont un mandat commercial. Ils ont souvent des marques à pousser aussi. Puis nous aussi, on se fait suggérer des listes de marques à mettre dans nos éditoriaux. Donc, ça fait partie de la réalité du travail. Oui. Mais de mon côté, c'est assez différent. J'ai pas vraiment accès à ça, en fait. On a eu Marie Saint-Pierre pendant un moment, mais c'est vraiment une tangente. En fait, ce qui est fascinant, c'est quand on va en Europe, aller aux Galeries de Lafayette, au Bon Marché ou whatever, eux, ils trippent sur les designers américains. Hein? Tommy Hilfiger, puis des petits trucs comme ça. Là, je veux dire, tous les Calvin Klein, Tommy Hilfiger, whatever. Puis ici, ben, les gens ils trippent sur les designers européens. Donc, nous, c'est vraiment majoritairement européen ce qu'on a comme designer. Un peu d'ironie là-dedans. Ouais. Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai une question précise pour Sabrina, parce que j'ai beaucoup aimé ton travail pour le magazine Clin d'œil, et j'aimerais savoir comment est née ta collaboration avec ce magazine. Comment aller, dans quel sens? Est-ce qu'ils t'ont approché? Est-ce que c'est toi qui les as approchés? C'est eux qui m'ont approché, en fait.
qui m'ont demandé de collaborer avec eux en me présentant. Souvent, on se fait présenter les thèmes des éditoriaux qui vont être dans les prochains magazines. Puis après ça, on a la liberté de choisir si ça va si ça m'intéresse, si c'est un sujet que je trouve qui colle bien à mon stylisme. Bien sûr, si tu as le temps. Je dirais que Montréal, c'est pas énorme. Ton nom circule vraiment vite. Dans ma situation, on l'a dit plus tôt, j'ai assisté beaucoup. J'étais très présente sur les différentes séances de photos un peu partout. J'ai eu cette chance-là. Donc, oui, quand c'est venu le moment, disons que mon nom, il savait me trouver. Fait que c'est une chance quand même. Il y a parfois les photographes qui suggèrent des stylistes aussi. Ils aiment bien travailler en tandem. C'était peut-être pas le cas avec Clin d'œil, mais il y a aussi ça. Il y a les photographes qui parfois vont recommander certains stylistes. Donc, les éditeurs, les rédacteurs en chef découvrent des stylistes. Et définitivement, on les suit, on les voit évoluer. Puis je pense qu'aujourd'hui, l'accessibilité justement à voir les portfolios de tout le monde en ligne et tout, ça rend ça encore plus facile à suivre. Oui, mais les gens se réfèrent aussi beaucoup dans le métier. Oui. Parce qu'il y a une confiance aussi et on connaît un peu les styles de chacun à un certain moment. Et à ce moment-là, on se dit, avec elle, je verrais bien telle personne, tel mannequin. C'est pas un métier que tu as vraiment droit à l'erreur non plus. Fait que tu ne pourrais pas suggérer quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. C'est ces liens qui se créent aussi rapidement. And then sometimes they suggest you specifically for something that they know you're going to be good at. Like I styled Diane Dufresne for Voir, and they needed something like super extravagant over the top, and they were like, Carrie's the first person for that. So that's kind of how it works. Oui. Hi, guys. It's not so more of I don't have a question for you. It's more I wanted to congratulate all of you three for your successes and for each, I respect all three of you for doing what you did in the business. It's more personal. I'm a stylist too. Carrie, I can relate to you a bit. I went to LaSalle 5 years ago. And my whole family, they're the complete opposite. They're in business, so they weren't so much for it. And they were like, oh, if you do this, you're not... Anyway, I still did LaSalle. A lot of them ignored me, but I still did it. More of this question is I just wanted to... You're an inspiration to me, too, because, you're local, and a lot of my family thought you had to be this super rich person or be famous in LA to go in this business, or... just wasn't a business that you can make money on. And all you three did it. You're all locals. So I just congratulate you on. I'd love to get to know all three of you. That's why I came tonight. And just keep going on and keep showing everyone like my family you can make a great life in this business. Thanks. Merci. Oui, on peut applaudir, effectivement. I almost forgot that Carrie has been nominated for the CAFA Awards, the Best Stylist of the Year. Take it home! For the Canadian Arts and Fashion Awards. It's the 4th time he's been nominated, so maybe this year. I said I'm the Susan Lucci. I'm the Susan Lucci of the awards. So it's in May. Always a bridesmaid, never a bride. Well, well, good luck. C'est un big deal, là. C'est vraiment là, pour ceux qui ben oui, good luck. Ces prix sont très importants au Canada. C'est une grande cérémonie à Toronto. Et c'est formidable qu'ils soient en nomination, même s'il n'a pas encore gagné. Oui, une question à l'avant. Yes. First of all, I just want to say that I'm really inspired by all of you. The stories were amazing. And I had a question for Carrie, just because I love your style. I love the fact that it's daring, challenging, and I think one of my questions was that where did that come all from? Like, what was your inspiration when it comes to your own style? How would you describe it? Well, you know what? I actually my grandmother was actually really fashionable. She was super chic. She used to have, I saw these old photos of her, and she used to have like hat bags, and people carry her hat bags, which I thought was really cool. And I think my mother and, my parents always kind of let me live and be, which I think is really important for parents to let their kids kind of feel their own vibe. So I was really lucky with that. I mean, I don't know how, but I mean, when I was really young, I used to have bracelets up to here when I was at summer camp. So I would have bracelets up to here. Yeah. In high school, I had a school uniform, which obviously was very restricting. And I used to have to wear a polo, and I would get colorful polos and wear a colorful polo under my polo, and I try to not get in trouble.
And I was also a collector, and my mom hated it when I used to go to you know what? I used to go to Value Village a lot. And my mom hated it. She was like, secondhand clothing. The minute I brought it home, it was going to the dry cleaners, and she would freak out. And I was like a scour of Value Villages, and I still am today. Funny enough, because I love Value Village. It's super. You can find things for cheap. It's great. So I don't know. I think it's my parents just letting me be me, and I don't know. I just a lot goes on in my head. I'm not crazy. Well, maybe I am, but. 'Cause I kind of love it because I think there's a big cultural impact as well, because being African, I know I was a kind of girl that would stand out a bit compared to the rest of the people, just because I love Asia. I was all into Japan. I had my own weird sense of style. Yeah. So that's probably why your colorful part of it. I'll just also made tell it you this, and I just got back from Miami today, and I was saying how, over there I was saying to people how the next time someone asks me what inspires me, I was going to say Miami, because it really does. I grew up going there as a child, and I don't know, for some reason, everyone's like, oh, Miami's tacky, this and that. The architecture, the lighting, the vibe, the clothes that I find vintage there, and the way that I'm able to put outfits together there, and the colors that come together is something that really inspires me. I don't know what it is, but everything that I wear there just works because it's such a colorful place, and I'm such a colorful person. Yeah. So yeah, Miami is definitely one of probably my main inspirations when it comes to style and just being me. Okay. And my last question, because I'm like so like a mess. How did it help in your career? Like the people you work with, and even like everything that you've built up from there. How did what help me? How did that your own sense of style help you throughout your career? How did it help me? I mean, I don't know. I kind of just, I don't know if it was just my own personal style. I think I was always very street style in general. I love, I travel a lot, and it's one of the things that I pull from inspirations as well. I like to see what people are wearing in the airport. I like to see what people are wearing in the malls. Even if I'm going to stores and I'm not buying anything, I like to see what they have in different places of the world. So I think it just helped me kind of have a different style than other people, because it was, we're chameleons. We can kind of do everything, I think, when you're a stylist. If you're given a direction, we're able to do it. But that my own personal style is just something, I mean, I think it's now more something that I'm getting into a bit more with, like, using my own clothes for shoots and stuff like that, because I shop a lot. I'm like, you don't want to see my closet? Well, I'm sure you probably do, but let's not talk about that. But yeah, it's just, I mean, I couldn't say that my own personal style inspires me for my own styling. It's just something that just developed. I mean, one of the main, I would say, and I'll just say this now, but one of the main people that helped me in my career was probably the photographer Max Abadian, because when I first started out, he kind of gave me the chance. I was the new kid on the block, and he was like, I want to work with this guy, and we developed this relationship and a really, really close friendship. And when you shoot with him, you get an image that's going to last forever, because he shoots internationally and he shot up every major celebrity. He's probably one of the best photographers in North America. So I can really attest to him for helping me with my career, because the reason my career went really far was because of him, I would say. Oui. Max Abadian, définitivement, qui est lui aussi en nomination pour les Canadian Arts and Fashion Awards à Toronto. On est très, très heureux parce qu'il est resté à Montréal et son studio est à Montréal. Peut-être une dernière question? Oui. Ah, plusieurs? D'accord. Ah, tu avais une question? Oui. Très bien. Diane Lesage, je suis experte de contenu chez Helicom. Une question pour les étudiants. Qu'est-ce que c'est le conseil que vous donneriez pour être styliste? Ce serait quoi les meilleurs conseils? Avoir une voiture? Ouais. J'irais de ma propre expérience, je pense, assister des stylistes que vous aimez leur travail, travailler fort, dur, puis ayez une voiture. Et une voiture, un permis de conduire. Parce que assister, tu vas comprendre l'industrie ici. It's the most important thing. You have to actually understand how it works. I recently, there was this girl that did an interview on me for school, and I gave her a chance to assist me, and she was with me on a shoot, and she got to actually see how it is, and to know you're an assistant. You don't go in the room where the celebrity is. You stay out here, and
or with the clothing and you don't speak up. And she was so cute the whole time. She was always like, I'm going to the bathroom right now. I was like, you can just go to the bathroom. It's okay. But really, assisting is one of the most important things. Don't just jump into it. We live in this time of Instagram where everyone can just be who they want to be. I'm a hairstylist, I'm a makeup artist, I'm a this, I'm a that. It's not just about like, just because you took some clothes, I mean, of course you can be a stylist, but if you want to actually pursue it as a profession, you have to actually understand how the industry works of where you're living by assisting. Très bien. Oui, très bien. Bonsoir. Je suis un peu curieuse par rapport au plateau. Quand vous faites les shootings et tout, on regarde, bon, il y a plusieurs artistes autour de vous. Vous allez décider, bien, le maquillage, le ci, le ça. Bon, évitons le côté publicité parce que là, la directive est très claire. Mais le photographe dans ça, parce que lui aussi est un artiste. Alors, c'est où joue le rôle? Est-ce que vous allez diriger le photographe? C'est un tout? C'est quoi le rôle du photographe? Parce que oui, bon, il y a quelqu'un, il y a un client, mais c'est à la fin, je veux dire, il y a un photographe qui prend une photo. C'est quoi le rôle du photographe dans tout ça? C'est certain que le photographe a sa vision aussi. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. T'sais, au final, on est tous là pour faire une belle image. Fait que c'est de travailler en collaboration pour arriver à ce but-là. Puis que ce soit l'idée du photographe, mon idée, l'idée du maquilleur, ça peut... C'est un mélange des trois, puis c'est de faire attention aussi de doser. C'est des erreurs vraiment de débutants, de tout le monde veut donner son 100% ou son 110%, puis ça fait un gros mélange d'un peu trop tout. C'est de doser, de vraiment faire le mieux pour le mandat qui est demandé, là. I'm just going to throw in a shameless plug here right now. So I was in LA shooting a cover for a magazine, and we filmed a kind of little pilot docu-series called The Shot. I'll post it. I'm posting it on my Instagram tonight, but it's a link on YouTube, pretty much showing you what happens on a photo shoot and how we get to the final result. What could go wrong? Something happens. It's raining, this and that, and you'll see how it's a collaborative effort and what the photographer's vision is. But on another note, the photographer, I think it depends on the specific photographer as well. You have some people that maybe have a little bit more of an ego and it's more what they want. You have some people who like to sit back and they ask everyone's opinion, but it really also depends on the specific job. If you're on a commercial job and this is exactly the light that they want, then they have to give it to them. But the photographer, the photographer is the one taking the photo, right? So it's his eye and his image. We all have our eyes, right? I mean, if the clothes aren't there and something's not working, the photographer will know if something's not working. He'll say, you know what? I don't like this makeup. I don't think it's working. Can we switch it? And he'll say, you know what? Are you sure about these shoes? And then you're kind of like, well, I like these ones. And then you try something else, it might work, or you crop the photo. So he has a lot to say, definitely. Oh, oui, c'est toujours, he's the one, right? Yeah, because it's his eye, it's like... Et Carrie l'a bien dit, c'est celui qui prend la photo. Prend la photo. It's his image. He's the one that has the rights to that image because he took it, right? Comme le réalisateur au cinéma. Ouais. Oui, une dernière question, oui. Vous avez parlé beaucoup de commerciaux, de clients, mais moi, je me demandais, vous avez tous des styles différents, des inspirations différentes, mais les processus de magasinage avec les clients, par rapport à vous, quand vous magasinez pour vous, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça vous arrive, mettons, Martin, de toi, de dire j'ai rien à mettre ce matin? Est-ce que tu t'es déjà dit ça en tant que styliste ou vous avez des garde-robes? Je pense que c'est le pire, en plus. Tu pourrais demander à mon mari, là, il va te dire je dois avoir comme 150 paires de sneakers, puis je sais jamais lesquels mettre, puis j'en ai jamais assez, puis il y a comme... Mais c'est vrai, mais ça, c'est tout le monde qui est comme ça, honnêtement. Surtout quand on aime la mode, c'est la nouveauté. Tu sais, c'est comme... Il y a des trucs, on a tous nos items chouchous qu'on aime, puis que we're always going back to, qu'on garde, puis que même il y a 5 ans, on les portait, whatever. Mais c'est la nouveauté, puis c'est vrai que ça l'arrive. Puis ça m'arrive même des fois que j'ai justement des clients qui m'écrivent juste un petit coucou comme ça, 8 h le matin, bon matin, Martin. Je veux juste te dire, je sais pas
comment ça se fait qu'il y a encore des matins où je sais pas quoi porter? Bonne journée. Tu sais, genre. Fait que puis je pense qu'on est tout le temps en mode, comme je dis, là, écoute, mon chum pourrait te dire, là, quand on se promène, là, moi, je fais toutes les boutiques Chanel puis Name It partout dans le monde juste parce que je veux le voir, pas parce que je veux une robe longue. Là, tu sais. Je suis toujours en mode shopping, en fait. Puis, comme elle disait aussi, sur la rue, regarder les gens. C'est inspirant de voir juste des gens, justement. Parce qu'on peut être assis, en tout cas, je peux être assis à l'aéroport assez souvent, mais les vols sont tout le temps delayed. Puis là, tu regardes le monde passer. Puis, tu sais, tu t'inspires un petit peu de tout pour toi, mais pour tes clients aussi. C'est comme, à un moment donné, il n'y a plus de différence. Tu sais, il y a des... Je sais pas, tu sais, même des fois, si tu proposes quelque chose à un client, ben même des fois, le client fait comme « Ah, mais il me semble que ça tirait bien à toi. Ouais, mais là, c'est toi aujourd'hui. » Tu sais, c'est comme... I think for me, it's a different circumstance because I don't really like to have anything anyone else has. And I shop a lot of vintage. I love vintage. They don't make things like they used to in my head. But it's definitely, don't forget, we shop for a living. We see what's in the stores. Even if you're like, you know, on a weekend and you're not even pulling, you might go to the mall just to see what, you do your pre-selection and see what's in the stores because it's changing every now and then. You know, one week I'm like, H&M has nothing, and then one week, and then that week I'm like, Zara has everything. So I think it's really easy for us we shop for a living, so I can, and it's kind of dangerous for my friends because I can always get them to buy something. I'm like, have you seen this? Have you seen this? Have you seen this? So it's definitely easy because we know what's happening in the stores and we know what's around. Je pense que pour ma part, j'ai un petit côté que je suis un peu différente de mes deux collègues. Je suis tellement portée à toujours mettre l'autre personne de l'avant que souvent, moi, je vais être habillée très sobrement au quotidien. Je vais souvent être plus un côté pratique, là, souvent jeans, t-shirt, très plate. Parce que on dirait que le matin, j'ai d'autres choses à faire que me faire un look. Je vais mettre des souliers qui vont vite. Tout est vraiment quand plus tu sors pratique. pour les anniversaires. Puis, si je sors puis j'ai une soirée ou quelque chose, là, je vais vraiment plus m'arrêter puis réfléchir, comme aujourd'hui. Mais non, si vous me croisez dans la rue, en fait, je suis vraiment le queue de cheval, t-shirt, jeans type. Comme vous voyez, c'est... une dernière question. Tantôt, quand on a parlé de Cœur de pirate avec Béatrice, tu as dit, Sabrina, que tu aimais ça, la faire sortir de sa zone de confort, travailler avec elle, parce que tu la poussais toujours à aller un petit peu plus loin. Mais vous, en tant que styliste, comment... Il n'y a personne qui vous dit, OK, va un peu plus loin, mais comment vous faites? Est-ce que c'est avec les inspirations, justement, des gens dans la rue? Parce que, tu sais, vous ne sortez pas nécessairement de votre zone de confort. Carrie, lui, il aime ça quand c'est flyé, quand c'est coloré. Mais comment tu fais pour aller au-delà de tout ça? Mais si Carrie va au-delà de ça, Carrie devient yuppie. Non, je pense qu'on est des gens très intenses, puis on se pousse déjà énormément. Puis je vais me pousser moi-même à aller ailleurs. Puis je vois Carrie souvent, lui aussi, je vous jure. Martin, pareil, c'est d'être stimulé par tout ce qu'on voit. Puis on va déjà se pousser nous-mêmes à le faire. Fait que oui, on le fait pour les autres, puis on se laissera pas tomber non plus. I mean, it's also really specific, especially with celebrities too, right? You're trying to push them. It's like if you're thinking about a look you already put them in, you obviously want to, the next look you want it to be completely different, right? Or like, right, no? Am I right? So it's kind of like, you know, you have to think about pushing, trying different silhouettes and not always doing the same thing. And, you know, it's like it's like evolutions of people, how Madonna always evolved and changed everything. So I think it depends on the artist, if it's a singer or a celebrity or an actress. Vous avez été un auditoire formidable. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci Sabrina, Carrie, Martin. Très apprécié. Merci du partage.